Josée Masson, bonjour. Oui, bonjour. Josée, vous êtes fondatrice, directrice générale de Deuil Jeunesse. Comment on pourrait définir Deuil Jeunesse? C'est un organisme qui vient en aide aux jeunes endeuillés. Quelle est la mission de votre organisme à but non lucratif exactement? Alors, De Jeunesse, c'est un organisme qui offre des services professionnels aux enfants, aux adolescents et aux familles qui vivent la maladie grave, la disparition ou la mort d'un proche, mais aussi des pertes qui vont être liées à l'abandon, l'adoption ou la séparation parentale. Mhm. Alors, c'est vraiment d'aider les jeunes, petits, hein, ça peut être 2 ans et demi. Je vous dirais qu'à partir du moment où ils parlent, c'est un jeune de deuil jeunesse, jusqu'à loin. Puis, tu sais, souvent, les gens nous demandent jusqu'à quel âge. On ne met pas de limite d'âge. À 25 ans, apprendre la maladie grave de ta mère, c'est deuil jeunesse. Mhm. Alors, c'est des services professionnels, c'est des conférences, des formations, de la sensibilisation dans les milieux, dans les écoles, dans les CPE. Alors, tout ce qui touche euh, la perte d'un lien avec un être humain ou la possible perte avec un être cher, c'est la mission de Deuil Jeunesse. D'ailleurs, c'est la raison donc pour laquelle on se parle aujourd'hui. J'ai un ami en fait qui me racontait dernièrement. Il a appris le cancer du sein de son amoureuse. Ce sont des parents. Et il me racontait que ce qu'il a trouvé le plus difficile, c'est d'annoncer la nouvelle aux enfants. Dans ce cas-ci, ce sont des adolescents. Et puis, je trouvais que c'était une belle occasion pour qu'on puisse se parler, pour voir justement quel mot trouver? Parce que, bon, maman a un cancer, chez les enfants, ça peut résonner, maman va mourir. Alors, comment bien présenter la situation pour la nommer correctement, sans dramatiser ni dédramatiser? Alors, voilà, c'est le prétexte de notre rencontre aujourd'hui. Comment on annonce à ses enfants que papa ou maman a une maladie très grave? Quel mot choisir? Je présume qu'il y a des différences avec l'âge des enfants aussi, là? J'ai envie avant ça de faire une petite bifurcation dans l'éducation parce que si on a tant de misère à parler de cancer, c'est qu'on l'a souvent réservé quand le cancer amène la mort. Mhm. Tu sais, papa a un cancer de la peau, il va se faire brûler, ça finit là, c'est terminé. On n'a pas nécessairement nommé ça à nos enfants. Fait que pourquoi on a de la misère à parler de cancer, c'est qu'on l'a réservé quand il y avait la mort. Donc Mhm. là, on a un problème. Parce que quand on aborde cancer, pour les enfants, évidemment, ça résonne ça. Alors, moi, cette partie-là, pour moi, d'éducation, elle est hyper importante. Donc, quand ça arrive, si on en a déjà parlé avec nos jeunes, on va aller prendre les exemples qu'on a déjà parlé. Mais ce qui est important, c'est d'utiliser les mots les plus simples et les plus près de la vérité. On ne pourra pas inventer un autre mot que cancer. Puis Mhm. surtout, il ne faudra pas dire maman, elle a des gros bobos ou maman, elle est très malade. Ça, c'est trop générique. Ça aidera pas les jeunes à comprendre ce qui se passe vraiment. Alors, on l'utilise en disant, et là, il faut donner un visage. Pour aider nos jeunes, il faut donner un visage, qu'ils soient des enfants tout petits ou même des adolescents. Cancer, c'est trop large. Elle a un cancer du sein. Et son cancer du sein, selon les médecins, il est grave à 2 sur 10, 10 étant très, très grave, exemple. Alors, on va aller situer et donner vraiment un visage. C'est-tu sur les deux, c'est sur un, c'est une grosse masse, une petite masse. On va aller vraiment lui donner un visage pour que les jeunes ne soient pas juste dans le mot cancer qui peut faire mourir, mais bien dans la réalité de maman, de ce qu'elle est en train de vivre. Mhm. Faire ça le plus vite possible. Parce que dès qu'il y a un diagnostic, papa et maman commencent déjà à ne plus être les mêmes. Ils commencent déjà à avoir les yeux rougis, à avoir plus de rendez-vous, à ne plus travailler. Et ça, c'est très insécurisant. Il faut comprendre que ce qui va apporter de la sécurité à nos jeunes, c'est vraiment la vérité le plus vite possible pour qu'ils arrêtent de s'inventer des histoires, mais surtout pour éviter qu'ils aillent sur Internet chercher des réponses. Parce qu'ils vont entendre des mots, puis si on leur dit pas, ben ils vont se fabriquer une histoire qui n'est pas la leur. Donc, Mhm. les mots les plus simples possibles, on leur dit, j'aurais voulu éviter ça le plus possible, mais c'est ça la vie. Il y a des gens qui ont des maladies et maman en a une, et ça s'appelle le cancer. Puis là, on dit quel cancer, puis on nomme. Dans la simplicité, dans l'amour. Mhm. Et surtout,
faut pas faire cette annonce-là par quelqu'un que les jeunes ne connaissent pas. Il faut que ce soit fait par papa-maman. Parce que ils vont se permettre de réagir alors que devant un inconnu, ils se permettront pas cette réaction-là. Et c'est ça qu'on veut. Est-ce que ça veut donc dire que, par exemple, à l'annonce, on évite le plus possible, c'est le médecin qui annonce la situation au papa ou à la maman, on évite bien évidemment que les enfants soient présents? Bien, la meilleure pratique serait que papa et maman le savent. Ce soir, ils informent, mais le médecin sera une personne importante pour répondre aux questions des jeunes. Alors, par la suite, on peut donner accès au médecin, on peut même donner accès. Moi, j'ai accompagné là, des enfants à accompagner maman pendant les traitements de chimiothérapie où ils tenaient la main. Plus les enfants sont investis dans la maladie, dans les traitements, mieux ils comprennent. Plus les enfants sont présents, plus ils participent, plus ils sont capables de se la fabriquer, cette réalité-là et cette histoire. J'ai une jeune l'autre jour qui me disait, moi, on m'a tout évité. On a voulu me protéger, on a tout évité. Puis aujourd'hui, je pleure ma vie, pas la mort de ma mère. Je pleure le fait qu'on m'a volé mon histoire. On m'a tellement pas impliquée qu'on me l'a volé. Et moi, j'ai de la misère à comprendre parce que je cherche, là, c'est quoi la chimio? Par où ma mère est passée? C'était quoi la radio? Mais on m'a jamais invité à voir ce que c'était. Alors, donc, aller jusqu'au traitement, vous suggérez que les enfants accompagnent dans une certaine mesure papa ou maman à ces traitements de chimiothérapie ou radiothérapie ou peu importe? Tout à fait. Si les enfants le désirent, on ne va pas forcer. Jamais on va forcer. Mais si les enfants le désirent, ça va mettre des images. Parce que quand on n'a pas d'images, on comprend difficilement. Vous savez, quand il y a eu le tsunami, puis qu'on n'avait jamais entendu parler d'un tsunami de notre vie, c'est les images qui nous ont fait comprendre ce que c'était vraiment. Parce que pas d'images, on aurait tout le monde une histoire de notre réalité à nous. Là. Alors, plus les enfants participent, plus ils se sentent respectés, impliqués, et ça va avoir tout un impact sur tout le reste. Si la maladie s'arrête là, puis qu'il y a une rémission ou tout ça, ils vont être contents d'avoir participé, ils vont savoir par où maman est passée. Si la maladie continue de progresser, et même si ça va vers la mort, d'avoir déjà impliqué dans le processus de la maladie va aider les adultes à les impliquer dans le processus de mort. Et c'est aussi ce qu'ils souhaitent. Alors, c'est juste de réaliser que c'est pas parce qu'ils sont petits qui peuvent pas faire partie de cette histoire-là. Au contraire, ils ont une maman dans la vie, ils ont un papa dans la vie. Et c'est extrêmement important. Sinon, ils sont à l'école, puis ils sont plus capables de se concentrer parce qu'ils pensent à ce qu'ils savent pas. Oui. Imagine, ils s'inventent tellement de choses. Ils passent beaucoup trop de temps à s'inventer une réalité qui n'est pas la leur. Puis ça a un impact au niveau de la santé mentale. La deuxième question qui vient bien souvent quand un enfant est informé que papa ou maman a le cancer, on en parlait au début de notre entretien, égale bien souvent dans l'imaginaire mort. Alors la deuxième question, c'est est-ce que maman va mourir? On répond quoi à ça, étant donné que, bon, on ne sait pas vraiment, il y a des pronostics, mais donc, comment on sécurise tout en disant la vérité? Là, il faut comprendre qu'on ne peut pas sécuriser à 100%. Elle est porteuse d'une maladie grave, maman. Mais on va répondre de la même façon qu'on répondrait à un ami qui nous pose la question. Je le sais pas. On le sait pas. Et quand on va le savoir, on va vous le dire. Les médecins actuellement nous parlent d'années. Mais si un jour c'est devenu des pages de calendrier, on va parler de pages de calendrier, on va parler de semaines, puis on va parler de cases de calendrier. Et ça implique qu'on fasse un contrat avec nos jeunes, qu'on leur dise, là actuellement, il reste plusieurs tests à passer. Quand on aura le résultat des tests, on va vous les donner. Si jamais la situation change, promis, on va vous parler. Alors, c'est important de faire une entente avec les jeunes pour qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle indication, qu'on le dise. Puis c'est vrai qu'il risque de osciller entre de l'espoir et du désespoir et de l'espoir et du désespoir, mais c'est ça la réalité de la maladie. La mort subite, ce ne sera jamais ça. Hein? La mort subite, on doit s'asseoir avec nos enfants puis dire « il est mort ». Mais la maladie, ben, c'est un cheminement, c'est une grande vague, puis on embarque les enfants et les adolescents dans cette vague-là, et au fil du temps, ils vont avoir leur réaction qu'on va accueillir.
Donc, on n'a pas à cacher, puis on n'a pas à dire « Oh non, non, maman va se battre jusqu'au bout, elle ne mourra pas. » Maman a le droit de dire qu'elle veut se battre, mais elle n'a pas le droit de dire qu'elle ne mourra pas parce que même vous et moi, on ne peut pas dire ça à nos enfants. On ne le sait pas. C'est mystérieux, la vie. Il y a une partie de point d'interrogation que nos jeunes doivent apprendre à vivre avec. Pourquoi ça peut être vécu comme une trahison si papa, maman dit je ne mourrai pas et que finalement, malheureusement, ça se termine par un décès? Mais c'est un mensonge. Mm. On demande à nos enfants de ne pas nous mentir. C'est un mensonge. Même nous, si nos enfants nous demandent aujourd'hui, maman, toi, tu vas-tu mourir un jour? Si on dit non, c'est un mensonge. Oui. Et il arrive un accident de voiture, je meurs. Il y a le deuil, mais il y a le pourquoi elle m'avait dit qu'elle n'allait pas mourir. C'est ce pourquoi-là qui va rester très, très longtemps buriné dans leur cerveau et qui vont essayer de chercher. C'est pas vrai. Tous les êtres humains sont mortels. Les jeunes, ils passent leur vie à écouter des émissions de télévision, à écouter des films, à lire des histoires où c'est plein de morts. Et là, nous, on est là à pas vouloir leur dire qu'on est des êtres mortels. Donc, on est des êtres mortels, mais est-ce que la maladie est mortelle? Ça, on ne le sait pas. Alors, lorsqu'on le saura, on vous le dira. Puis là, à un moment donné, il arrive une pneumonie ou il arrive quelque chose qui a un impact important. Ben, c'est pas le cancer, c'est la pneumonie qui a un impact. Il faudra le nommer comme ça. En fait, vous parlez de transparence, de vérité. Maintenant, par rapport à l'état émotif des parents, est-ce que c'est un état que l'on partage avec nos enfants? Maman, elle est inquiète, j'ai peur de mourir ou je suis triste. Jusqu'où on peut aller dans notre confidence d'état émotif? Ça demeure quand même des enfants, donc il ne faut pas embarquer dans ce qu'on appelle la parentification. L'enfant devient le confident du parent. Alors, il est où le dosage? Alors, toujours, puis même quand il n'y a pas de maladie, on doit toujours dealer avec ça, hein, ce qu'on dit à nos enfants et ce qu'on ne dit pas. Ce qui est de la confidence à l'état pur, là, j'ai peur de mourir, ça me ramène. On peut réserver ça à nos amis. Mais on a le droit de dire aussi à nos enfants, j'ai pas le goût de mourir. Puis moi aussi, ça me fait un peu peur, puis j'essaie d'apprivoiser ça. De dire l'enveloppe, puis de garder le fond pour nos amis, pour pas que quand on en parle à nos enfants, on soit comme en confidence, où on pleure énormément. Puis c'est pas grave de pleurer devant nos enfants, ça c'est sûr. Là. On a le droit de dire qu'on a de la peine, qu'on est en colère, de nommer notre émotion, on a le droit. Maintenant, tout ce qui est comme ce qu'on réserve à nos meilleurs amis, ce qu'on réserverait à des adultes, on continue à le réserver à eux. Donc, c'est dur de dire le dosage parce que ça va aussi dépendre de l'âge des enfants, ça va dépendre du type de relation, ça va dépendre aussi de est-ce que la personne qui est malade a un entourage pour le dire ou pas. Parce que dans le fond, souvent les jeunes, ils veulent savoir ce qu'ils vivent leurs parents. C'est juste qu'il ne faut pas qu'ils soient la seule soupape du parent. Il ne faut pas qu'ils soient ceux qui reçoivent que ça, la confidence. Parce que là, ils vont se sentir responsables du bien-être de leurs parents et c'est là qu'on va entrer dans ce qu'on va appeler la parentification. Alors, moi, j'amène toujours les parents à dire, vous devez parler à vos enfants de votre état d'âme parce que c'est ce qui va ouvrir la porte à leur état d'âme à eux. Maintenant, ce que vous avez plus le réflexe de raconter à un adulte ou à un intervenant ou quoi que ce soit, ben, allez pas là-dedans avec votre jeune, faites-le avec un intervenant ou avec votre ami, votre conjoint, peu importe. Il n'y a pas de ligne directrice, vraiment, mais il ne faut pas n'être que dans la confidence avec nos jeunes. Oui. Je ne suis pas travailleuse sociale comme vous. Cependant, au fil des années, j'ai constaté que les enfants qui vivaient des choses difficiles, en fait, quand des parents vivaient des choses difficiles, il y avait tendance, certains, à vouloir se montrer forts, justement, pour éviter de mettre un poids supplémentaire sur les épaules de leurs parents. Quand on constate que l'enfant, justement, là, ne pleure pas ou se confie peu, qu'est-ce que l'on peut faire? Mais là, il faut faire attention parce que se montrer fort, ça, c'est un discours adulte. Les enfants ne veulent pas se montrer fort. Ils veulent éviter de faire plus pleurer ou de plus détruire. Mais il n'y a pas une intention d'être fort. Quand ils ne pleurent pas, c'est pas parce qu'ils ont l'intention d'être forts, c'est parce que très souvent, il n'y a juste pas de larmes. On interprète
souvent comme adulte, puis on dit, ce qu'il vit, il devrait pleurer. Mais c'est pas vrai. Il y a une gamme infinie de réactions, puis chaque réaction est très personnelle. Il y a des enfants qui sont peu sensibles, il y en a qui sont très sensibles, et ça va paraître. Mais c'est pas parce qu'ils pleurent pas à un endroit qu'ils pleurent pas à un autre endroit. Puis souvent, les enfants, surtout les plus jeunes, on va voir qu'ils pleurent pas quand ils voient maman pleurer ou quand ils entendent que maman a un cancer ou quoi que ce soit. Mais quand ils se cognent, ils pleurent 100 fois plus intensément que d'habitude. Ils sont en train de pleurer la maladie de maman à travers une petite souffrance physique. Alors, ils n'ont jamais pas de réaction, c'est juste qu'ils n'ont pas celle que les adultes aimeraient qu'ils aient. Pas se confier, là. Vous savez, les enfants vont tout d'abord se confier à leur petite tête avant de l'exprimer. Ça se passe à l'intérieur. Puis ça va se passer à leur toutou ou à leur journal intime ou même sur Facebook avant que ça se dise à un adulte. Puis se confier, c'est pas si évident que ça. Parce que ça fait appel à l'émotion, puis ça fait appel parfois à des mots qu'on n'est même pas capable de mettre sur ce qu'on vit. Alors, moi, je suis pas inquiète des enfants qui ne parlent pas, qui pleurent pas. Exprimer ses émotions, ça se fait de plein de façons. Moi, je suis inquiète d'un enfant qui va avoir des réactions qui vont s'intensifier souvent dans l'isolement. Ou des réactions agressives très fortes, ou des baisses de notes, des baisses d'appétit, des baisses une diminution du sommeil. Ça, pour moi, c'est des indicateurs. Mais il faut éviter que ce soit juste, souvent on les regarde et on dit « faut qu'il pleure, faut qu'il pleure ». C'est pas vrai qu'il faut qu'il pleure. Finir par pleurer. Tôt ou tard, ça va arriver. Peut-être dans la douche, peut-être dans leur lit quand ils se couchent le soir, mais ils nous le diront pas. Puis peut-être qu'ils pleureront pas, mais qu'ils ont d'autres réactions qui sont tout à fait correctes. L'enfant est expert de ses réactions et de ses émotions. Sa façon de les exprimer lui appartient en totalité. Alors, ce qu'il faut faire en tant qu'adulte, nous, c'est de lui dire qu'on est là. Puis c'est de lui dire qu'il y a droit. La majorité du temps, les enfants vont s'être exprimés, mais ils vont s'être fait dire de ne plus s'exprimer. Puis je vais te donner des exemples. OK. OK? Maman a un cancer. Il voit papa pleurer, il se met à pleurer. Réaction première de l'adulte, arrête, ça va bien aller. Okay? Un enfant dit, c'est-tu parce que j'ai été pas gentil, tu sais? Ben non, dis jamais ça, dis plus ça, c'est pas vrai. Fait qu'on vient lui dire que ce qu'il dit n'est pas bon. En tant qu'adulte, là, on décide souvent de la limite de l'émotion, mais je vais vous dire, à 85% des cas, ici à Deuil Jeunesse, on est là à réparer la première fois qu'ils se sont exprimés puis que les adultes n'ont pas écouté. Aïe, 85% des fois. Alors, il y a eu un manque dans l'accueil qui est sans doute pas, qui est pas souhaité, en fait. C'est pas fait dans ce dessin-là, mais les impacts sont importants. Je vais appeler ça, Mme Marceau, des maladresses d'amour. C'est parce qu'on les aime qu'on fait ça, mais c'est un peu maladroit parce qu'on réalise pas à quel point ce qu'on fait, c'est qu'on les empêche de s'exprimer. On a des oreilles qui sont prêtes à entendre la souffrance de nos enfants, mais qui est pleine de limites. Puis ces limites-là, quand ils sont atteintes, ben, ce qu'on leur dit, c'est « arrête ». Mais ils étaient partis pour le faire, mais on leur dit « arrête ». Alors, c'est souvent ce qu'ils viennent trouver dans les tribunes neutres, comme à Deuil Jeunesse, parce que nous, nos oreilles, ce qu'ils nous racontent, ils nous détruisent pas, tu sais. Ils nous font pas pleurer, ils nous font pas... Alors, là, ils ont cette impression-là de pas faire de peine à maman, puis de pouvoir tout dire. Puis je vous dirais, là, je parle d'ici, mais ça, c'est le rôle de l'oncle, de la tante, de l'enseignant, du coach de hockey. Dès qu'un jeune ouvre sur le sujet, les oreilles devraient vraiment venir grandes, qu'il soit adolescent ou tout petit. Et de les accompagner dans ce mouvement-là? Que ça. Leur donner la main puis leur dire « montre-moi ton chemin ». De pas dire « tu devrais pas pleurer » ou « tu devrais pleurer »,« tu devrais pas être en colère », « tu devrais… » Ça, là, c'est de vouloir dire « c'est de même que ça devrait se passer », les jeunes ne se retrouveront pas là-dedans.
Et ils vont sentir qu'ils sont malades, qu'ils sont pas bien, fait qu'ils vont se cacher. Si on veut pas que les jeunes se cachent, il faut qu'on leur dise qu'on est là pour eux. Oui. Que malgré tout ce qu'on vient de te raconter, on est là pour entendre ce que tu nous dis, puis là, il va falloir que ce pack-là, on le remplisse vraiment, c'est vraiment entendre. Vous avez parlé, Josée Masson, du professeur, de l'entraîneur de hockey. Est-ce que on informe comme parent qui vit une maladie grave? On a parlé de cancer, mais ça peut être le cas de figure, c'est pour toutes les maladies graves. Est-ce qu'on informe les professeurs de nos enfants? Est-ce qu'on informe l'entraîneur de hockey? Est-ce qu'on informe tout le monde? Voici, maman, papa, une maladie grave, on traverse ça en famille. Quelle est la meilleure option? Idéalement, oui. Oui. On donne l'information parce que les jeunes, ils vont pas regarder les diplômes pour se confier. Ils vont regarder la personne qui est prête à l'écouter. Puis, parfois, dans l'entourage, c'est peut-être le chauffeur d'autobus. On le sait pas. Quand l'adulte dit « Hey, je sais ce qui t'arrive et je suis là pour toi si tu as besoin », un jour, le jeune qui a besoin, puis c'est pas nécessairement dans 2 jours, hein, ça peut être plus tard, on le sait pas, il va revisiter toutes les portes ouvertes, puis il va aller recogner chez celle qui résonne le plus en lui la confiance. Alors, plus les gens le savent, premièrement, plus on peut l'observer puis s'assurer qu'il n'y a pas des réactions, qui pourraient être inquiétantes. Si les enseignants ne le savent pas, ils vont dire c'est notre baisse. Ça peut être long avant qu'ils le disent à la famille, puis là, on vient de passer à côté de quelque chose d'important. Alors, oui, je trouve important que l'entourage le sache. Pas qu'ils soient toujours des enquêteurs du vécu du jeune. Hein? C'est pas ça qu'on veut. On veut des portes ouvertes. Juste des portes ouvertes. Quels seraient les derniers conseils que vous pourriez nous donner? On pourrait en parler longuement parce que c'est un drame dans une famille quand une maladie grave, un des parents est atteint d'une maladie grave. C'est vraiment une épreuve très difficile pour tous les membres de la famille. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous pouvez nous donner là, pour le rapport avec les enfants, finalement? Faire confiance aux enfants. Première chose, là, faire confiance. Ça, oublie, là. Mais je vous dirais que moi, j'ai rencontré peut-être 3000 jeunes dans ma carrière qui ont vécu des choses atroces, puis qui vivent encore et qui ont des familles maintenant, puis qui ont un emploi. Il faut faire confiance. Okay? Le malheur qui arrive, l'épreuve, ne dit pas que la vie est finie. Okay? Pour ces jeunes-là, c'est important. Il faut que dans nos yeux, ce ne soit pas de la pitié, il faut que ce soit de la confiance. Il ne faut pas les regarder avec de la pitié. Il faut les regarder avec une solidité. Il faut leur montrer la résilience, elle va se prendre dans les yeux des autres. Elle va se prendre dans les yeux qui nous font confiance. Ça, c'est extrêmement important. De toujours se dire que ce qui n'est pas dit, les jeunes vont aller le chercher ailleurs et c'est malheureux, ça. Parce que c'est avec les personnes qu'ils aiment qu'ils devraient avoir des discussions et non avec une boîte métallique qui s'appelle un ordinateur. Tu sais, ça, mais jusqu'à dire, maman on va enlever les seins de maman, par exemple, parce que ça peut être très fort comme image. Est-ce qu'on va jusqu'à dire ces détails? Ce ne sont pas des détails, c'est une réalité, mais est-ce qu'on va jusqu'à donner ce type d'information-là? Ben oui, parce que de toute façon, maman va revenir, elle n'en aura plus. On va dire, il va falloir le dire tôt ou tard. Il faut vraiment penser que tout ce qu'on cache, nécessairement, un jour, ça va paraître. Il va avoir Et là, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? C'est pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Vous ne faites pas confiance. Dans le mensonge ou dans épargner des détails, c'est la perte de confiance des jeunes vis-à-vis des adultes. Ça, c'est un prix élevé, hein? Parce que quand on sent que papa nous a pas fait confiance parce qu'il nous a pas expliqué ce qui se passait, par la suite, quand papa parle, est-ce qu'il nous fait confiance ou pas? Je sais pas. Et ils vont en doute beaucoup. Il y a des choses qui existent pour les jeunes. Tu sais, j'ai ici une cellule saine qui devient un cancer et qui permet d'expliquer vraiment comment ça fonctionne, ce transfert cellulaire-là. On peut faire des dessins. Pour expliquer le cancer ou la maladie, il faut expliquer la vie et la santé. Alors, on va vraiment... Il ne faut pas se méprendre. On pense des fois que les ados savent tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils doivent vraiment, eux aussi, avoir les intérêts. Au pire, ils vont dire hey, « je suis pas un bébé. » Parfait. Ouais. Alors, explique que tu connais du cancer. Puis là, on réalise qu'ils connaissent pas vraiment ce que c'est.
Parce que quand tu n'as pas vécu, c'est difficile. Oui. Alors, on va à la base, on dit les vrais mots, les vraies choses, on les embarque avec nous dans ce voyage-là qui est la maladie, avec ce que ça va apporter aussi de sens à la vie, hein, parce que c'est aussi ça que ça va faire. Josée Masson, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci à vous. Merci.